à tous et bienvenue sur Escale, la chaîne qui vous fait voyager. Ce soir justement, nous allons vous emmener pour un tour du monde à la rencontre des Français à l'étranger. Ils sont plus de 2 millions à avoir fait ce choix. Que cherchaient-ils et surtout qu'ont-ils trouvé en décidant de quitter la France? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à New York. Plus de 70 000 Français y ont élu domicile. Et au cours de cette soirée spéciale consacrée aux Frenchies à l'étranger, nous allons vous présenter 4 personnalités très différentes. Un petit as de la politique, une créatrice de mode prometteuse, un romancier que l'on ne présente plus, Marc Lévy, et un restaurateur amoureux. Mais tout de suite, le sommaire. New York n'est pas la seule destination prisée des expatriés. À travers 4 documentaires, nous allons nous balader du Maroc au Vietnam, de Barcelone à Los Angeles. Des changements de vie, des rêves de bout du monde. Olivier, Delphine, Fabrice et d'autres encore ont franchi le pas. Soirée spéciale Frenchies de l'étranger, décollage immédiat sur Escale. Pour commencer notre voyage sur Escale, direction Nolita à Manhattan, qui signifie North of Little Italy. Autrefois, c'était la communauté populaire italienne qui vivait ici. Mais depuis une quinzaine d'années, le quartier s'est transformé en haut lieu de la branchitude new-yorkaise. Bar, club, boîte à la mode, c'est ici que Nicolas a décidé d'ouvrir son néo-bistrot. Le concept, allier des tartines de pain poilane pour la touche Frenchie, a un zeste de créativité et de design typiquement new-yorkais. Démonstration. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Enchanté, c'est magnifique dis donc. Merci, merci. Alors racontez-moi un petit peu, c'est quoi l'histoire de cet endroit? On a ouvert il y a 6 mois maintenant. On a lancé le projet fin 2008. Moi j'ai étudié en Suisse à Lausanne et je suis retourné à New York où j'avais fait un stage pour retrouver ma copine qui vivait là. Donc je suis venu pour elle et j'ai créé cette tartinerie avec 2 associés qui sont mes 2 amis d'école. Ça a été difficile mais on a fini par ouvrir. Et puis ça marche, c'est un beau succès et puis le concept prend, on est très content. Ce qui me plaît à New York, c'est la diversité déjà. Vous avez des gens du monde entier, des Brésiliens, des Italiens, beaucoup de Chinois aussi. On est dans un quartier chinois, donc on est à la frontière de Chinatown. Et puis ce que j'aime aussi, c'est l'opportunité. Ce qu'il n'y a pas en France en fait. Pour les jeunes, il y a beaucoup d'opportunités. Après, il faut les saisir et puis il faut travailler, mais on nous donne la chance d'être ambitieux. Vous avez l'impression que ce que vous avez réalisé ici à New York, ça n'aurait pas été possible en France? Je pense qu'on aurait pu le faire, mais ça aurait été beaucoup plus difficile d'une certaine façon, parce que les gens ne nous encouragent pas, je pense, jeunes. On sortait d'école. Ici, les États-Unis, le système, les gens poussent les jeunes à entreprendre. Moi, quand j'ai fini, mais quand je suis parti en Suisse étudier, après 6 mois, déjà dans ma tête, je savais que je ne rentrerais pas en France. Alors que c'est un pays que j'adore et je suis sûr y rentrer un jour. D'une certaine manière, c'est un petit peu paradoxal parce que vous n'êtes pas en France et pourtant il suffit de regarder le menu de votre restaurant pour comprendre que vous jouez à fond la carte franchouillarde. Oui, c'est une sorte de paradoxe parce que j'utilise la France pour réussir à New York. J'aurais pas pu faire le même concept en France, je pense. Il a fallu que j'aille à New York pour transporter la culture française à New York et la faire différemment parce que c'est vrai que il y a eu une vague de Français il y a 20 ans. Beaucoup de Français sont arrivés dans le secteur de la restauration. Mais il n'y avait pas ce que j'ai fait, un concept de restauration un peu rapide, saine et branché. Et puis c'est super pour la France, on utilise des produits français. On est un petit peu un ambassadeur de la qualité française à New York. Parce qu'on utilise beaucoup de fromages français, des vins français. On ne pouvait pas le faire autrement. Bon bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de chance en tout cas. Bon bah écoutez, je vous remercie. Mille merci, bonne continuation. Et à très bientôt. Partir à l'étranger pour développer la bonne idée, le bon filon, ce rêve n'existe pas qu'en Amérique. Claude, Fabrice ou encore Stéphanie ont posé leurs valises à Marrakech. Achat-vente de riad, boutique de mode, ils ont flairé les bons tuyaux dans le dédale de la Médina, tout en s'offrant un confort très méditerranéen. C'est ce que je vous propose de découvrir dans un petit coin de paradis au Maroc. Et je vous retrouve juste après sur Escale, alors restez avec nous. Toujours sur la chaîne Escale pour notre soirée spéciale sur les Frenchies à l'étranger. Vous l'avez vu dans le reportage précédent, il n'y a pas de prédisposition à l'expatriation et encore moins d'âge limite. La preuve avec notre invité numéro 2, Hugo Roussel.
À 18 ans, le bac en poche et 3 ans de militantisme pour le Parti socialiste derrière lui, il a décidé de poursuivre ses études aux États-Unis et surtout de rejoindre les rangs du camp démocrate pour défendre les couleurs de son héros, Barack Obama. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous avez milité pendant 3 ans au sein du Parti socialiste en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aux États-Unis? J'ai passé mes vacances aux États-Unis en 2009. J'ai tellement aimé New York et son ouverture d'esprit que j'ai décidé d'y rester, de m'installer ici, d'aller faire mes études ici au moins. Vous vous destinez à faire des études où? Je dépose des dossiers dans beaucoup d'universités, à Columbia, à la New York University, à NYU, à Hunter's College, c'est différentes universités publiques ou privées à New York. Je dépose des dossiers pour des masters qui sont en sciences politiques ou en affaires internationales. Justement, en parlant de politique, si j'ai bien compris, vous avez joué un rôle non négligeable, si ce n'est significatif, dans la dernière campagne pour les élections de mi-mandat. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été accepté par l'équipe de campagne de Barack Obama à New York, donc par les gens qui sont de Organizing for America. Organizing for America, c'est l'organisation qui a succédé à la campagne Obama for America. C'est une organisation qui dépend directement du Parti démocrate au niveau national. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de reprendre tous les volontaires de la campagne de Barack Obama pour que ces gens-là s'impliquent à nouveau en politique et de faire ce qu'on appelle aussi du community organizing ici aux États-Unis, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux gens, tous ces gens qui ont des idées à propos du gouvernement, de leur donner la possibilité de s'exprimer en les organisant. Si j'ai bien compris, vous avez fait du porte-à-porte. Je pense à votre accent. Est-ce que ça vous a porté préjudice? Bien sûr, j'ai un très fort accent français, même si on m'a conseillé de ne pas le perdre à New York. Mais sinon, j'étais très surpris de voir que vraiment aucun électeur ne m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'avec votre accent français, vous venez et vous me parlez de la politique aux États-Unis. C'est un peu étrange. Je pense que si un Américain venait en France et qu'il venait faire du porte-à-porte en France, il ne serait pas reçu de la même manière. S'engager en politique aux États-Unis, ça correspond à quoi comme projet? Bon, j'étais déjà très engagé en politique en France, mais quand j'ai vu la campagne de Barack Obama en 2008, ça m'a tout de suite passionné. Tout ce qui s'était fait, les organisers, l'organisation de la campagne presque militaire, extrêmement professionnelle de la campagne de Barack Obama qui lui avait permis de gagner en 2008. Et je me suis dit, autant aller plus loin et ne pas seulement étudier, ne pas seulement observer, mais aller y participer parce que je considérais que c'était le seul moyen de pouvoir vraiment acquérir cette expérience. Et puis, en participant à cette campagne, j'ai l'impression de participer à quelque chose qui se construit. Est-ce que vous considérez cette expérience américaine comme un tremplin, peut-être, pour mieux revenir en France et mieux vous impliquer dans la politique française? Pour moi, 2012 n'est absolument pas joué, que ce soit en France comme aux États-Unis. Il faut qu'on tire les leçons de l'organisation formidable de la campagne de Barack Obama en 2008. On voit l'efficacité des campagnes de terrain et moi, je veux ramener cette efficacité-là en France. Comment vous envisagez votre avenir? Vous l'envisagez plutôt en France, ici aux États-Unis? Pour l'instant, je l'envisage à New York pour les 6 prochaines années, puisque les études durent 6 ans à New York. Et ensuite, j'envisage de revenir éventuellement en France. Je ne sais pas encore si je reviendrai en France ou pas, mais je sais qu'en tout cas, je maintiendrai des liens très forts avec la France, quoi qu'il arrive. Quand on vous voit, on se dit que vous êtes peut-être un de nos futurs ministres, voire même peut-être le futur président de la République française. On verra bien. Je crois que le temps n'est pas encore venu de poser la question de ma candidature à l'élection. Très bien, écoutez, le temps est venu pour qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup en tout cas. Merci Hugo et bonne chance à New York. Merci à vous aussi. Certains expats sont mutés par leur entreprise et préparent donc leur départ très en avance. Mais d'autres se décident à la dernière minute, sur un coup de tête, une impulsion. C'est ce que se sont dit Maï, Eric et Marido quand ils sont partis pour le Vietnam. Ils y sont toujours et vous allez voir, ils n'ont pas l'air très pressés de rentrer. Quand l'expatriation devient style de vie, c'est ce que je vous propose de découvrir dans le documentaire qui suit. Et moi, je vous retrouve juste après sur Escale avec un nouvel invité. Vous êtes toujours sur la chaîne Escale dans le cadre de notre grande soirée consacrée aux franchises à l'étranger.
Nous sommes maintenant dans le Fashion District à Manhattan, littéralement le quartier de la mode. Rien d'étonnant car nous avons rendez-vous avec une créatrice qui connaît une véritable success story à l'américaine. L'année dernière, cette Pyrénéenne de souche a reçu l'une des principales distinctions du secteur, le Grand Prix Vogue. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Sophie Tealey habille notamment la première dame des États-Unis, Michelle Obama. Rencontre. Bonjour. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Voilà, c'est mon studio. On vient juste d'aménager ici, à New York, en plein milieu du Fashion District. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça doit faire 10 ans maintenant. Et si j'ai bien compris, il y a un homme là-dessous? Oui, je suis tombée amoureuse d'un Canadien et je suis venue m'installer ici. Je l'ai épousé et on a lancé notre propre collection. Vous avez côtoyé les plus grands couturiers à Paris. Vous avez notamment travaillé pour Jean-Paul Gaultier à Zenaya. Ouais. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être consacrée par les grands noms de la mode américaine? Je suis très flattée, je suis très contente. C'est pas évident d'arriver ici et de recommencer tout à zéro finalement. Mais bon, c'est possible et je l'ai fait. En gagnant le prix Vogue, vous avez eu l'impression d'avoir un coup de pouce de la part de l'Amérique? Je trouve que c'est très très bien qu'il ait donné à une Française qui est basée sur les États-Unis. Je trouve que c'est... Oui, pour moi, c'était quelque chose de très important de gagner ce prix. Alors vous avez habillé une personnalité dont on entend pas mal parler ces derniers temps, la première dame. J'aime beaucoup Michelle Obama déjà. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone et on m'a demandé d'envoyer une certaine robe que j'avais fait dans un défilé avec des bandes de couleurs. J'en ai envoyé, puis on m'en a commandé plusieurs. Puis c'était pour la première dame, mais je ne savais pas si elle allait la porter ou quoi que ce soit. Et un jour, j'étais déprimée, j'étais sur Internet et je regardais, puis je me disais, mais quand même, voyons, je suis allée voir ce que porte Michelle Obama aujourd'hui. Et hop, elle portait ma robe. Et là, j'étais vraiment contente. Et du jour au lendemain, le nom Sophie Tealey, finalement, il a été accepté en Amérique comme une compagnie américaine parce que tous les gens, justement, croyaient que j'étais cette Française qui avait ma compagnie qui était en France et qui venait faire les ventes à New York. Or, c'est pas ça du tout. Je suis française. Ma compagnie est américaine. Est-ce que vous avez l'impression de vivre le rêve américain? Oui, en tant que Française, on dit toujours l'Amérique, c'est soit on en rêve, soit on l'aime, soit on l'aime pas, l'américaine. Et moi, j'ai l'impression que oui, j'ai cette histoire de cœur avec New York. Alors, dernière question, l'avenir, vous le voyez comment? Est-ce que vous le voyez notamment un jour à nouveau en France? Je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. Moi, je laisse la vie me guider et je vis au jour le jour. Donc, il n'y a pas ce truc, la France ou New York. Je suis là en ce moment et voilà quoi. Et bonne chance pour la suite et merci infiniment. Mais merci à vous d'être venu. Merci Sophie. Voilà. Nous quittons Sophie Tealey, mais nous restons aux États-Unis, à 4000 km d'ici, dans une autre ville, synonyme du rêve américain, Los Angeles. Nous allons y retrouver une reine de la tarte tatin, un sculpteur et un photographe. Je vous retrouve tout de suite après un petit coin de paradis à Los Angeles, en compagnie du célèbre romancier Marc Lévy. À tout à l'heure, restez sur Escale.
suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Escale pour notre émission spéciale consacrée aux franchises à l'étranger. Nous sommes maintenant en compagnie de notre quatrième et dernier invité, le romancier à succès Marc Levy. Il est à New York comme un poisson dans l'eau et quelque chose me dit qu'il n'a pas l'intention de rentrer en France. Bonsoir Marc. Bonsoir. Et merci de nous recevoir dans votre quartier. Mais non, ici. mais merci à vous. Vous vivez depuis 2 ans, n'est-ce pas? Oui, exactement. 2 ans. 2 ans à New York après 10 années à Londres. Vous avez successivement vécu à San Francisco, un petit peu dans le Colorado, vous avez vécu à Londres, maintenant New York. On dirait que vous avez la bosse de l'étranger. J'ai toujours eu, oui, la bosse de l'étranger. Je suis parti assez jeune de France, puisque ma première sortie du pays remonte pratiquement à mes 18 ans. Et j'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé vivre en étranger et à l'étranger. Et pas du tout d'ailleurs, c'est drôle parce que quand vous vivez à l'étranger, on vous demande systématiquement qu'est-ce que vous n'aimez pas en France. Et j'ai toujours répondu aux gens qui me posent cette question, mais le jour où vous partez de chez vos parents, c'est pas parce que vous les aimez plus, c'est parce que vous avez envie de voyager. C'est le sang qui coule dans mes veines, j'ai toujours eu ce besoin d'être un expatrié. Justement, de tous les endroits de la planète, pourquoi New York? C'était un rêve de toujours de venir habiter à New York et j'y ai passé beaucoup de temps dans ma vie et j'ai vécu à un moment donné de ma vie à cheval d'ailleurs entre Londres et New York. C'est une ville que j'ai aimée à 18 ans et que je n'ai cessé de visiter. Je pense que ça a été la ville que j'ai le plus visitée dans ma vie. Et qu'est-ce que vous aimez tout particulièrement ici? New York est une ville particulière pour moi dans le monde parce que c'est une ville qui a cette spécificité d'être constituée, enfin sa population est constituée de 163 communautés et ethnies différentes. Donc là, il faut imaginer 163 communautés et ethnies différentes qui cohabitent sur un bout d'île, plutôt pacifiquement, on peut le dire. C'est un patchwork. Et c'est là que moi, je me sens très très bien. Beaucoup de vos livres, je pense notamment à Où es-tu, ont pour cadre les États-Unis. Est-ce que ce pays vous inspire particulièrement? Il y a pas mal de mes intrigues qui se sont passées à New York, à San Francisco, qui sont des villes où j'ai passé du temps et où j'ai toujours laissé une partie de moi-même. Il est plus facile de situer ces intrigues dans des univers que vous connaissez. Et d'ailleurs, ça a évolué. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de romans, j'ai découvert moi-même, en travaillant, le plaisir de repartir à la découverte d'autres pays au prétexte d'écrire un livre. Quand vous écrivez une histoire, vous passez 6 mois, 7 mois à l'intérieur de la bulle. Est-ce que vous avez l'impression que le fait de ne pas vivre en France, le fait de vivre à l'étranger, ça exalte votre créativité? J'ai toujours été absolument fasciné et attiré par la diversité culturelle et par la différence de l'autre. J'ai eu l'impression que ma propre différence ne pouvait pas exister sans la différence de l'autre. J'ai toujours eu terriblement peur de la pensée unique, j'ai toujours eu très très peur de l'uniformisation de la société, d'une manière générale. Quand on est à l'étranger, c'est une école d'humilité quotidienne. Parce que vous ne pouvez rien faire sans aller vers les autres. Et surtout pas attendre que les autres viennent à vous. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France? Ce qui me manque en premier, ce sont mes parents qui vivent en France, évidemment. Et puis mes amis. Ce qui manque ensuite de la France, il y a, je crois aussi, quelque part, ce petit manque permanent du pays qui parfois vous met un peu de vague à l'âme, mais qui vous apporte quand même c'est un appétit permanent, oui, parce que justement, votre pays vous manque. Alors vous vous voyez où dans 10 ans? Vous vous voyez en France, aux États-Unis, ailleurs sur la planète? Lisbonne, c'est vraiment une ville qui me fait rêver. Buenos Aires, c'est une ville qui me fait absolument rêver. Et New York est une ville où je pourrais très très bien rester 20 ans, j'en sais rien. Je crois qu'on part vivre à l'étranger parce qu'on cherche quelque chose. Peut-être qu'à la fin du voyage, ce qu'on cherche se trouve finalement chez soi. C'est possible. Je vous souhaite de trouver. Je vous remercie beaucoup, Marc. Merci à vous. Bonne continuation à New York. Finalement, nos expats ne cherchent-ils pas ailleurs un cadre de vie qu'ils ne peuvent pas s'offrir en France parce qu'il est trop cher, inaccessible ou socialement trop compliqué? Nous allons maintenant suivre 6 Français partis tenter l'aventure en Espagne. Ils se sont offerts un nouveau rythme de vie. C'est à découvrir tout de suite dans Un petit coin de paradis à Barcelone. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après sur la chaîne Escale.
la fin de notre soirée spéciale sur les franchises à l'étranger. Vous l'avez vu, ils sont présents dans tous les domaines professionnels et ils sont partis pour toutes sortes de raisons. Par amour, sur un coup de tête ou pour un projet précis. Peut-être que leurs destinées auront fait naître des vocations, des envies d'ailleurs. On pourrait vous retrouver à l'autre bout du monde dans quelques temps, qui sait. Quoi qu'il en soit, j'ai été absolument ravie de vous accompagner pour cette escapade ce soir. Je vous souhaite de faire le plein d'émotions et d'évasion sur la chaîne Escale. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!